Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir et merci d'être fidèles au programme de Canal Algérie. On est ravis de vous retrouver à partir du Studio 8. Toute l'équipe de l'émission Ciné Thématique vous souhaite la bienvenue et j'espère du fond du cœur que vous allez passer d'agréables moments en notre compagnie. À partir de ce vendredi soir, nous entamons ce cycle consacré au cinéma et l'immigration. Nous allons parler de ces films engagés qui abordent la thématique de l'immigration, ses souffrances et bien évidemment ses sacrifices, ses attentes et ses perspectives. Nous allons aussi parler de ce cinéma des causes justes porté par des femmes et des hommes engagés pour les valeurs de l'humanité. Illysse ou la vraie vie, c'est le film de Michel Drac ou Drache. C'est l'une des œuvres les plus importantes du cinéma algérien qui dénonce la xénophobie, le racisme et l'apartheid. C'est une adaptation d'un roman grave de Claire Etcherelli, paru en 1967. Avec Nabil Tribesh, bien sûr, on va vous présenter un extrait de votre film de ce vendredi soir, encore une fois avec les salutations de toute l'équipe du Studio 8. Marhaba. Anniversaire. Bon anniversaire. Vous étiez où avant d'être ici? En province, à Bordeaux. Pas à la chaîne. Oh non. Je tapais à la machine à mi-temps à la maison. Et je vivais avec Lucien et la grand-mère. C'est elle qui nous a élevés. Et Lucien, il travaillait où? Il ne travaillait pas. Il était trop jeune. Quand il a quitté l'école à 15 ans, après un accident, il est resté à la maison. Il ne faisait rien? Il lisait. Il rêvait. Il rêve beaucoup. Et vous? Vous avez des frères et des sœurs? Il y a longtemps que vous les avez vus? 6 ans. Mais aujourd'hui, j'ai d'autres frères. Oui, je comprends. On marche un peu? Oui. Quand on ne connaît pas la mécanique. Et bien sûr, nous étions en train de voir cet échange entre Mohamed Chouir et bien sûr Marie-José Nat dans ce film, encore une fois très très important dans la cinématographie algérienne, encore une fois une adaptation d'un roman, je disais tout à l'heure, grave de Claire Etcherelli, paru en 1967 et qui a obtenu le prix Femina. Les dialogues de ce film ont été réalisés par bien sûr quelqu'un qui a travaillé avec Michel Drac, qui s'appelle Claude Lanzmann, et bien sûr on va retrouver Marie-José Nat, Mohamed Chouir, Bernadette Lafont et Jean-Pierre Besson et Mustapha Chedli, un film avec un casting important et un film que vous allez voir très très poignant avec une histoire d'amour pas comme les autres, une histoire d'amour dans un environnement très toxique, un environnement où encore une fois la xénophobie et l'apartheid et le racisme régnaient en France pour ces Algériens qui vivaient là-bas pendant la révolution algérienne ou pendant la colonisation de l'Algérie par la France. Comme vous, bien sûr, vous avez l'habitude de nous suivre et comme vous savez que l'émission s'étend jusqu'à une heure tardive ce soir avec 2 parties. La deuxième partie, nous avons voulu rendre hommage à un homme militant, à quelqu'un qui a toujours porté l'Algérie dans son cœur. C'est quelqu'un qui aime l'art et c'est quelqu'un qui aime discuter avec les codes de l'humanité, les valeurs de l'humanité. C'est un amoureux des valeurs de l'humanité. Il s'appelle Mohamed Zinet et quand il rencontre René Vauthier, ça nous donne tout simplement des films qui nous donnent de l'émotion, des films qui nous parlent, des films qui donnent de la conscience. Ce sont des films de conscientisation, je les appelle comme ça. Les 3 cousins, c'est une histoire de ces 3 frères qui vont devoir quitter l'Algérie pour partir en France, travailler, croire à cet Eldorado imaginaire, mais finalement ils vont être frappés par la froideur, bien sûr, du climat, mais pas que, parce qu'il y a une froideur humaine là-bas, parce qu'on les a considérés comme des indigènes. Voilà, c'est le deuxième film de votre soirée. C'est un moyen métrage de 20 minutes. J'espère que vous allez apprécier ce choix. On regarde un court extrait avec Nabil Tribesh et on revient pour vous présenter l'invité de ce soir. محمد فاروق
Hamid. Lors de la dernière sécheresse qui ruinait la moisson, le vieux leur avait dit « Vous partez pour la France, car on dit que là-bas il y a du travail pour tous les bras. » Mohamed y a déjà travaillé, il est l'aîné, il sera le responsable. Vous resterez unis parce que vous êtes cousins, vous serez dignes, vous éviterez les mauvaises femmes et la boisson parce que vous êtes musulmans et parce que vous êtes mes petits-fils. Avant le départ, vous irez à Bouhmama faire une image pour qu'on garde souvenir de vous jusqu'à votre retour. Eh bien, nous étions en train de voir Mohamed Zinet accompagné de Farouk Derdour et Hamid Djelloul, et c'est un film produit par Regan Film. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, ça nous dit tout simplement le film Z de Costa Gavras qui a obtenu un grand prix l'Oscar pour le film algérien. Moi, j'aime bien attribuer ce film à l'Algérie parce qu'il a été porté et réalisé par l'Algérie. Quand on parle de René Vauthier, on parle de ces cinéastes de la liberté, ces cinéastes qui ont montré la sauvagerie du colonialisme en Algérie, et puis juste après l'indépendance, ils collent tout simplement à la reconstitution du pays et la reconstruction du pays avec leurs caméras. Celui qui va m'accompagner ce soir, bien sûr, c'est un ami de la culture algérienne. C'est quelqu'un qui aime bien les valeurs de l'humanité, qui s'est engagé dans ça. Il est écrivain, mais aussi président, bien sûr, du programme Mémoire du monde à l'UNESCO. Il s'appelle Ahmed Benzlikha. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie. On est ravis de vous retrouver sur ce plateau pour la première fois. Merci de m'avoir invité. Moi aussi, je suis extrêmement heureux d'être avec vous dans un lieu finalement quelque peu magique, la magie du cinéma, la magie de l'échange. Et puis, bonsoir aux téléspectatrices, aux téléspectateurs. Mais je voudrais aussi, si vous le permettez, cher ami, m'arrêter pour présenter mes sincères condoléances à la famille de feu Zoubeir Souissi, à sa famille d'abord et puis à sa grande famille, la famille de l'information, la famille de la culture. C'est une figure du journalisme algérien qui part, qui nous a quittés, et on ne peut que se recueillir à sa mémoire. Allah yarhamou. Et bien sûr, on se joint à vous et on présente nos condoléances à sa famille et à nos confrères du Soir d'Algérie, parce que là-bas où il écrivait jusqu'au jour où il nous a quittés, c'est quelqu'un, encore une fois, qui a donné beaucoup de choses au journalisme absolument, algérien. Et qui m'a permis d'ailleurs de rejoindre le Soir d'Algérie à partir de Constantine. Ah voilà, donc il y a une histoire, vous le connaissez, et c'est aujourd'hui un moment de recueillement qu'on observe dans Ciné Thématique, et c'est normal. On va parler d'actualité. Quand on invite les personnes, on leur demande toujours qu'est-ce qu'ils font d'actuel, et on a cette affiche-là ou cette couverture-là, Ahmed Benzlikha, Les Dupes, le roman. J'avoue que je ne l'ai pas lu parce que je n'ai pas eu la chance de la voir avant l'émission, mais je me suis permis un petit peu de naviguer autour de ce qui a été écrit sur la toile, sur ce joli roman. Belle critique ou bonne critique autour de ce que vous présentez. La thématique est vraiment d'actualité, de mode, j'allais dire, parce qu'on parle de cette transformation qu'on est en train de vivre tous ensemble. On est à la lisière un petit peu du virtuel, on abandonne le réel. Absolument. Et vous nous dites que c'est un processus, le mot est grave, de déshumanisation. Oui, en quelque sorte, mais pas seulement. Je voudrais revenir, si vous le permettez, d'abord à la couverture. La couverture est parlante, si je puis m'exprimer ainsi, puisqu'elle représente un tableau de Dufy qui s'intitule La fée électricité. Et j'ai voulu, à travers cette couverture, faire en sorte que aujourd'hui, la fée électricité s'est transformée en fée Internet, et présenter un peu tout ce que peut nous ramener
de bien, de beau en tant que fait cet Internet, mais aussi ce que pourrait éventuellement nous ramener de négatif et de déshumanisant cet Internet. Et donc en fait, c'est un roman autour de la peinture d'abord, et ensuite autour du 21e siècle, ce 21e siècle connecté que nous connaissons aujourd'hui. Effectivement, vous parlez de cette arme à double tranchant, vous nous dites que aujourd'hui on est aspiré malgré nous parfois dans ce monde virtuel, les réseaux sociaux, les informations, les fake news, tout ce qui peut venir aujourd'hui chez nous sans qu'on le veuille parfois, parce qu'aujourd'hui Internet pénètre dans nos foyers, dans nos smartphones, dans nos micro-ordinateurs. Et selon vous, qu'est-ce qu'on devrait faire pour protéger le monde d'avant, le monde qui nous permet justement la connexion de l'humain, la rencontre de l'autre? Voilà, en fait, il ne s'agit pas de protéger le monde d'avant, puisque le monde d'avant n'est pas si idyllique lui aussi. Mais je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est, encore une fois, et vous le disiez en exergue lorsque vous avez présenté la thématique de l'émission d'aujourd'hui, revenir aux valeurs humaines. Revenir à ce qui fait finalement la fraternité des hommes, des femmes et des hommes. Revenir à des valeurs universelles de partage, de générosité, de progrès, de liberté. Et je pense que si on s'inscrit dans ce genre de valeurs, on saura se protéger de ce fléau. En fait, on saura se protéger surtout, puisque nous sommes sur un plateau qui est consacré au cinéma, de la face obscure, du côté obscur mis en exergue dans la guerre des étoiles. Donc, ce qu'il faudrait avoir à l'esprit, c'est qu'il y a toujours une face obscure, qui est un peu, dont nous sommes tous porteurs, peu ou prou, mais qui est, je dirais, catalysé par Internet, par certains lobbies, certaines forces aussi occultes. Tout ça peut mener vers des choses qui pourraient être négatives pour l'humanité et surtout pour l'entraide qui devrait toujours exister entre les humains. Donc les dupes, c'est chez Casbah Édition, donc on peut le retrouver chez les bons libraires. Chez les bons libraires, c'est disponible, c'est sorti il y a à peine 2 mois, donc en principe c'est très bien distribué et donc je souhaite bonne lecture à tous ceux qui s'y intéressent. Effectivement, et ce n'est pas que technique, il y a beaucoup d'histoires, il y a de l'humain, il y a des protagonistes qui vont vous faire bien sûr voyager dans ce roman. Oui, parce que vous savez, moi ce qui me plaît par exemple dans un film comme Élise ou La vraie vie, c'est que on s'intéresse finalement à ce qui fait vraiment l'humain, c'est-à-dire sa vie, ses émotions. Élise ou La vraie vie, c'est d'abord une histoire d'amour. Dans Les dupes, c'est d'abord aussi une histoire d'amour, il faudrait le souligner, mais présentée de manière à ce que nous puissions, à partir de cette histoire d'amour, tirer des leçons, tirer des conclusions. Sortir avec une morale. Avec une morale, mais pas au sens moraliste. Effectivement, mais sortir avec quelque chose qui peut nous servir. Voilà, absolument. En tout cas, là, vous faites bien la jonction, j'aime bien le mot, parce que en réalité, quand j'ai pris connaissance de votre roman, je me suis dit, il parle de cette limite ou cette barrière ou ces frontières franchies par l'humain pour aller vers le virtuel. Et finalement, tous on cherche la vraie vie. Et j'ai fait le parallèle avec le titre de Michel Drac, ou le titre bien évidemment originel de Claire Chirilli, la vraie vie. Qu'est-ce que c'est la vraie vie pour vous? La vraie vie, c'est d'être en adéquation avec soi-même. Et je pense que tous, nous sommes porteurs d'une lumière. Il faudrait que nous puissions retrouver cette lumière. C'est tout simplement la lumière de notre enfance. C'est aussi simple que ça. Et donc, si on est sincère, si on a beaucoup de sincérité à l'intérieur de soi, si on est vraiment porté par quelque chose de positif, par une générosité, par en arabe, en dialectal, on dirait niya, par une niya taïba, je pense qu'on peut... L'intention, la bonne intention, je pense qu'on peut arriver à quelque chose de formidable qui est tout simplement d'être soi-même. Je vous appelle au téléphone, je vous explique un petit peu la démarche. Et je vous parle justement de Claire Chirilli, je vous parle justement de ce roman Élise ou La vraie vie. Et vous me dites tout de suite, Amir, je suis partant parce que ce roman-là me parle. Et tout à l'heure, si vous l'avez bien remarqué dans mon introduction, j'ai utilisé le mot grave. Le roman grave, cet écrit grave d'une Bordelaise qui est née en 1934, qui est Claire Chirilli, qui
C'est un peu son autobiographie, ce qu'elle raconte oui. dans ce roman, dans ce livre. Qu'est-ce que vous pouvez justement nous dire, Ahmed Benzeleikha, sur l'importance de la littérature dans, je ne dis pas la conscientisation, mais dans la dénonciation? Parce qu'à cette époque-là, il était rare de voir des intellectuels européens, occidentaux, français en particulier, oui. avoir le courage de dire stop à ces comportements inhumains. Parce qu'on parle aujourd'hui à la thématique et l'émission portera sur ce mot, l'humanité, l'humanisme. Oui, absolument. Vous qui travaillez justement à l'UNESCO, on va parler tout à l'heure de ce programme de la mémoire du monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça, justement, sur le courage de ces écrivains En fait, vous savez que Claire Etcherelli a écrit son roman dans une période assez particulière. Nous sommes à la veille, en 67, nous sommes à la veille de mai 68. On ne le soulignera pas assez. Et puis, elle a écrit dans ces années post-indépendance, donc après 1962, où peu à peu, si vous voulez, ceux qui s'étaient engagés, les Français qui s'étaient engagés aux côtés de la révolution algérienne, avaient, si vous voulez, pris un peu de recul par rapport à la cause algérienne, quoique cette cause demeurait toujours aux yeux de beaucoup d'entre eux, en particulier les nostalgiques de l'Algérie française. Non, je ne parle pas des nostalgiques, je parle des gens qui ont été aux côtés de la Révolution. Et donc, ces personnes, mues par de nobles sentiments et par un choix tout à fait conscient, vous parliez tout à l'heure de conscientisation, ont fait qu'il y a eu des justes parmi les Français qui ont eu à aider la Révolution à partir de leur position intellectuelle en France en particulier. Mais au lendemain de l'indépendance, il y a eu un certain recul, qui est dû d'abord à des conditions internationales et puis à des conditions nationales pour nous, puisqu'il y a eu, après M. Ben Bella, il y a eu le coup d'État ou le réajustement révolutionnaire du colonel Boumedienne, et les choses ont évolué différemment pour certains courants de pensée en France. Et donc là, nous sommes un peu dans une période où il n'est pas très bon de s'afficher aux côtés des Algériens. Oui. Et là apparaît ce roman. Ce roman comme une sorte d'ovni dans le paysage éditorial français. Médiatico-politique aussi. Médiatico-politique, absolument. Mais qui a été quand même regardé comment est-ce qu'on retrouve une amie de la Révolution française qui a eu à être portée, si vous voulez, par Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir qui est l'épouse de Jean-Paul Sartre, qui est elle-même engagée donc aux côtés de son époux, aux côtés de la lutte des Algériens pour leur indépendance. Et donc nous nous trouvons un peu dans un contexte particulier où les nostalgiques, comme vous les évoquiez tout à l'heure de l'Algérie française, ont pris, si vous voulez, le dessus en France. Des journaux extrêmement toxiques, pour vous reprendre, comme Minute par exemple, passent leur temps à titrer, débarrasser le plancher, messieurs les marchands de tapis. Donc il y a une ambiance générale, une atmosphère générale anti-algérienne. Claude Etcherelli a eu le mérite de mettre en avant deux choses importantes. La première chose, c'est la cause algérienne, parce que dans le film, le héros algérien est un militant du FLN, un militant de la Fédération de France. Secondo, elle a mis en avant le fait qu'on pouvait être amoureux d'un Algérien, c'est-à-dire que finalement c'est un être, un humain, un individu comme un autre, qui peut donc avoir des sentiments, qui peut aussi susciter des sentiments. Et vous me direz, est-ce que c'est à ce point? Effectivement, c'est à ce point parce que, vous savez, depuis pratiquement les années 30, depuis Pépé le Moko, l'Algérien, le Maghrébin, l'Arabe est présenté de manière
tout à fait négative lorsqu'il est présenté, parce que souvent il est un peu comme dans les romans de Camus, il est absent, il est présent, absent. Il est affilié dans des clichés tout à fait exotiques et négatifs. Parce que si on désosse un peu l'archétype de l'arabe, de l'algérien, du maghrébin, du raton, comme on dira très rapidement en France, on verra que c'est un être qui ne nous ressemble pas, qui ne ressemble pas donc aux Français, à la norme, qui est obséquieux, qui est dangereux et qui est perfide. Donc c'est à chaque fois ce portrait qui est tracé un peu dans le cinéma français et qui continue quand même, malgré que nous avons évolué, je dirais, chacun bien sûr de son côté, les Français de leur côté et les Algériens du leur, qui continue, ce cliché continue d'être d'actualité. D'où justement la nécessité de ce cinéma engagé, de ce cinéma, comme je le disais tout à l'heure, porteur des valeurs de l'humanité, ce cinéma des causes justes. Vous me dites en 67, c'est normal. L'Algérie a eu son indépendance, elle a arraché son indépendance, une révolution connue de par le monde, une grande révolution. On est dans un processus de reconstruction, on est dans un processus de développement. Mais en même temps, le timing des sorties du roman et du film, on est en 1967, bien après l'indépendance. Le film sort en 1970. Est-ce que finalement le but de rappeler ça à la société française, c'est justement de vouloir effacer les conséquences d'une colonisation qui a trop duré dans un pays comme l'Algérie? Ce sont les conséquences. Quand on envahit un pays, quand on est porteur d'idéaux comme xénophobes, comme vous veniez de le citer, quand on considère l'arabe ou l'algérien comme sauvage, comme animal, comme quelqu'un qui ne peut pas aimer et être aimé. Il est dans le code de l'indigénat, on le contente dans ce rôle de travailleur à la chaîne, de quelqu'un. Est-ce que finalement c'est ça le but? C'est de vouloir réparer ça, de vouloir dire finalement si on continue à véhiculer ces idées, l'humanité tombera toujours dans ces scénarios, ces scénarios de colonisation. Je voudrais souligner que ce courant, si vous voulez, de dénonciation, ce courant courageux demeure un courant minoritaire en France. Vous avez bien sûr des prises de position, vous avez des films extrêmement intéressants et intelligents, je dirais, comme Élise ou la vraie vie, d'autres films aussi. Il y a Dupont-la-Joie, par exemple, qui est un film formidable, formidable au sens où il permet de voir comment est-ce que le Français moyen considère ces êtres qui sont là, qui sont cantonnés dans des baraquements et qui travaillent à la chaîne. Mais je voudrais aussi souligner que ces êtres sont et c'est peut-être le fait que Claire Etcherelli ait travaillé en usine, qu'elle ait été sensible à la situation des ouvriers algériens. Les immigrés, émigrés chez nous, immigrés au-delà de la Méditerranée, souffraient finalement de trois choses en même temps. D'abord, ils étaient exilés. Et il n'y a pas pire que l'exil. Surtout par nécessité. On oublie souvent de souligner que ces personnes ont été contraintes de partir en France et souvent ramenées en France, notamment après la Première Guerre mondiale pour reconstruire la France et après la Deuxième Guerre mondiale de même. Donc, il s'agit d'exiler. Secondo, il s'agit de coloniser. Et tertio, il s'agit de personnes prolétarisées. Et c'est ça finalement qui a fait que la jonction a pu se faire avec par exemple une noble personne, du moins dans le choix de ce roman, comme Claire Etcherelli. Effectivement. Le film, justement, où on voit... J'ai choisi cette image parce qu'elle est, à mon sens, très éloquente et belle. On y voit des yeux, on y voit de l'amour, c'est clair, mais on sent qu'il y a beaucoup de sincérité. Absolument. Si on regarde Marie-José Nat et Mohamed Chouir, on y voit que c'est
plus puissant que derrière le viseur d'une caméra, plus puissant que sur un plateau de tournage, plus puissant que sur cette vie pas vraie du tournage. Certainement. En fait, pour Marie-José Nat, qui dans la, comment dirais-je, dans la présence, dans le cinéma algérien, a explosé dans l'opium et le battant, au point où beaucoup de personnes, on la croyait algérienne. Voilà, algérienne. Beaucoup d'Algériens croient, de spectateurs algériens de cinéma, croient qu'elle est algérienne. Ensuite, Mohamed Chouir, qu'on a du mal à reconnaître avec ses cheveux encore noirs, aujourd'hui, on le connaît plus avec ses cheveux blancs. Sont deux personnes, je pense, qui, dans ce film, ont eu à installer une certaine complicité. Oui. On le voit bien dans cette belle image. Et ce qui est formidable dans le cinéma, c'est que, dans la littérature aussi, mais avec des codes différents, c'est que souvent on a ce genre de choses, ce genre de, comment dirais-je, de magie qu'on emprunte un peu à la vie de tous les jours, et regardez comme c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais derrière cette photo, j'ai envie de dire quelque chose. Ben dites-le. Finalement, je vais le dire, c'est clair. Finalement, est-ce que vous pensez que l'humanité reprend ses droits malgré tout, malgré les difficultés, malgré la violence, malgré le drame, malgré les souffrances, vous savez, et les sacrifices? Je vais vous répondre. Vous m'avez compris. Parce qu'il s'agit de deux êtres humains, même si elle est française, elle n'est peut-être pas musulmane, elle est chrétienne, et lui c'est un Algérien, musulman, croyant en ses valeurs. Mais le regard porte l'humanité, la fraternité. Je reviens à votre dada, à votre combat mais en fait, de tous les jours. Moi, je pense que à chaque instant, et cet instant-là, à chaque instant où un nouveau-né naît, nous avons une chance. Nous avons cette humanité qui reprend ses droits. Vous savez, le monde est certes animé, si vous voulez, par nos passions d'humains, mais il est dirigé par une puissance divine. Je pense qu'à chaque vie, à chaque nouvelle vie, nous avons une chance de reconstruire quelque chose. Magnifique, le message est dit. Dans la seconde partie, on parlera peut-être. Mais avant, je vais demander de Nabil Telibech de nous laisser peut-être une petite minute pour parler justement de ce programme Mémoire du monde. Sur quoi il porte, expliquez-nous, parce que c'est important. Oui, c'est important parce que c'est un programme d'abord qui relève de ce qu'on nomme au niveau de l'UNESCO le secteur communication, information. Et cette mémoire du monde est en train d'être préservée à travers la préservation des documents informationnels. C'est-à-dire si vous avez par exemple des documents d'actualité, des coupures de journaux... Le cinéma est inclus, le documentaire, tout ce qui est film... Documentaire, oui. Le documentaire est inclus. Donc s'il y a par exemple des documentaires comme ceux de René Bautier, ou comme ceux des amis, notamment yougoslaves de la révolution algérienne. Absolument. Et ces documents peuvent être inscrits dans le grand registre Mémoire du monde et disposer, si vous voulez, d'une visibilité, mais aussi d'une protection de la part de l'UNESCO. Ça fait comme... on va dire comme le trésor du monde qu'on préserve et qu'on doit tout simplement parce qu'on a remarqué, du moins depuis les années 90, on a remarqué que beaucoup de documents disparaissaient. Et parfois elles subissent, les aléas des guerres, de la mauvaise mauvaise conservation, etc. Effectivement, vous restez avec moi, M. Ahmed Mezler. Avec bien plaisir. sûr, si vous voulez bien, parce qu'il y a une deuxième partie, on va parler de Mohamed Zinet. vous aimez beaucoup Mohamed, et je vous ai envoyé le film, vous allez me donner votre avis sur ce film de René Vautier. Chers amis téléspectateurs, on va vous laisser tout de suite avec ce chef-d'œuvre cinématographique porté par, bien sûr, Michel Drac, Ilise ou la vraie vie, d'après le roman de Claire Iccirilli, paru en 1967, prix Femina. C'est un film engagé, c'est un film, encore une fois, qui dénonce la xénophobie, le racisme, et puis qui est contre ces stéréotypes portés sur des Algériens. Excellente séance cinéma sur Canal Algérien. On se retrouve après 1h30 de temps. Bon film. Et on est de retour sur le plateau de votre émission Ciné Thématique qui entame à partir de ce vendredi soir
ce cycle consacré au cinéma et l'immigration avec ses films engagés, évidemment, qui ont abordé l'immigration avec ses souffrances, ses sacrifices, ses attentes et ses perspectives. Et puis on parle aussi de ces réalisateurs engagés pour les causes justes, comme Michel Drac, qu'on vient de voir son film Élise ou la vraie vie, d'après le roman de Claire Ricciarelli, paru en 1967, avec Mohamed Chouikh et Marie Josénat. Je suis avec l'écrivain et puis l'humaniste, j'allais dire, et celui qui aime la culture algérienne, notre ami Ahmed Benzlikha, qui nous a fait l'honneur d'être présent ce soir avec nous sur le plateau de C'est un honneur pour moi. On a abordé en première partie, bien sûr, votre actualité, les dupes, le roman, là où vous nous expliquez un petit peu cette spirale qui nous mène vers tout ce qui est réseaux sociaux, vers technologie, vers l'inconnu. Et vous nous dites il faut faire attention parce que c'est l'humanité qui va sauver le monde. Le monde est en train de rétrécir et si on ne regarde pas l'autre, si on n'arrive pas à fraterniser avec l'autre, on s'en sortira jamais. D'ailleurs, on parlait en off de cette Covid-19 qui nous a un peu ouvert les yeux sur les rapports humains, les rapports... et leur importance. Et leur importance finalement. Je conseille bien sûr tous les lecteurs d'aller acheter ce magnifique roman qui a paru chez les Casbah Éditions. C'est un beau roman. Et puis on parlait d'humanisation, d'humain et puis de l'immigration, ses souffrances, comment ils ont vécu ces épreuves éprouvantes, notamment dans cette période-là du film, c'est-à-dire entre 1957 et 54 et 57, quand la révolution algérienne était à son summum. Bien évidemment, ils ont essuyé Absolument. Ils ont même été jetés dans la Seine. Bien sûr, il ne faut pas 17 l'oublier. Octobre 1961, mais tous les jours, vous me dites qu'il y avait des assassinats, Absolument. il y avait ça a continué, des Algériens. ça a continué après l'indépendance. Non seulement il y avait, si vous voulez, un racisme ordinaire chez le bof, le français moyen, mais il y avait aussi de la part de l'État français des positions tout à fait hostiles à la communauté algérienne installée en France. Nous parlerons peut-être une autre fois justement de ces films venus après, comme 100% Arabica, Beurre Blanc Rouge de Zemmouri, qui ont aussi un peu dégoupillé ces codes. Notamment liés... Du moins, essayer de les dégoupiller. Essayer de les découper, surtout notamment sur l'accès aux médias, notamment de nos artistes algériens comme Khaled, Mami, comme Chebba Zahouania. Et puis l'accès même au marché du cinéma. Du cinéma aussi. Il y a eu, par exemple, des acteurs d'origine algérienne, comme d'origine maghrébine, comme on le dit en France, qui ont dénoncé un certain racisme. Ségrégation, des marginalisations, voilà, même si on a le talent. Même si on a le talent, et puis on ne vous confie que des rôles bien précis, qui correspondent à chaque fois au profil qu'on veut donner de l'Algérien. Effectivement. Mais en fait, il y a tout un travail à faire autour de ces positions, autour de ce cantonnement de l'Algérien, et souvent, vous allez sourire, c'est un travail de psychanalyste qu'il faut faire. Parce que je pense que nos amis français, du moins le courant médiatique dominant, devrait essayer un peu de faire leur autocritique. D'où justement la nécessité de diffuser ces films parce qu'ils restent toujours d'actualité. Vous le dites, ce sont des films contemporains parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a aussi une certaine forme de racisme qui s'installe. On entend des termes comme ça, l'islamophobie, des nouvelles formes de terminologie qui font apparition dans des dictionnaires. Absolument. Vous savez, en fait, on ne fait que réactualiser des clichés, des archétypes qui remontent aux Sarrasins, en fait. C'est toujours le Sarrasin, le mauvais chrétien, le Lucifer déguisé, l'arabe de service, tout ce que vous voudrez. Mais ce qui est un peu triste dans tout ça, c'est que nous évoquions tout à l'heure le 21e siècle avec le roman que je viens de publier. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes dans un monde mondialisé, pour reprendre un terme à la mode. Et on voit, au lieu que les gens se rapprochent, au lieu qu'ils aient un peu plus de conscience, on voit l'apparition de nouvelles barrières, de nouvelles haines, et puis le discours de la haine qui s'installe un peu partout. Il faudrait, je pense, que nous puissions, chacun de son côté, chaque culture, chaque civilisation de son côté, faire prévaloir la raison et faire prévaloir à chaque fois l'humain.
vous offre un cadeau, je vous offre ce soir un cadeau, Mohamed Zinet. Ah ben merci. Je vous ai envoyé le film Les Trois Cousins. D'ailleurs, il y a un autre film qui s'appelle Les Agents, donc Oui. de notre ami défunt, bien sûr, René Vautier, qui a travaillé aussi sur cette thématique. On y voit là notre ami Allah yarhamou, Mohamed Zinet. Oui. Je vais vous demander tout simplement de me donner votre avis sur ce film. Encore une fois, je vous ai dit au téléphone, attention, c'est un film très froid, c'est un film qui nous montre la misère, qui nous Oui. montre la solitude quand on Oui. quitte son pays malgré lui. Oui. Écoutez, je disais tout à l'heure que l'émigré algérien souffrait en fait de trois mots. Il est exilé dans un pays étranger et de surcroît hostile. Il est colonisé. Il n'a même pas de, si vous voulez, d'identité administrative. Tertiaux, il est prolétarisé. Et donc je pense que dans cet univers tout à fait froid, tout à fait hostile, on ne peut, si on veut bien sûr dresser un tableau sincère de ce que ont vécu les gens qui ont fait le déplacement, on ne peut que faire des films, j'allais dire, malheureux, des films tristes, mais qui en même temps permettent à travers cet abord négatif, froid, triste, de prendre conscience de ce que les gens ont pu connaître comme souffrance. Et parce qu'on a tendance à croire, comme beaucoup de ministres, par exemple, français, Bonnet et consorts, on a tendance à ne voir dans les Algériens que des chiffres. On le voit aussi aujourd'hui lorsque on entend certains discours d'extrême droite, on voit un nombre par exemple, de clandestins qui est mis en exergue, lorsque il y a de temps à autre, malheureusement, des événements malheureux, on met en relief. Mais on n'y voit pas n'y voit pas les performances de ces Algériens, on n'y voit pas leur réussite, on n'y voit pas leur créativité, leur utilité dans ce monde. J'ai lu il y a quelque temps un ouvrage consacré à l'effort des Algériens en France, notamment durant ce qu'on a nommé en France, dans la tradition française, les 30 glorieuses. 80% à 90% des autoroutes françaises ont été construites par des mains algériennes. 7 machines sur 10 ont été fabriquées par des mains algériennes. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On voit bien qu'il y a eu, si vous voulez, un effort extraordinaire de la part des Algériens pour ce pays. Et il faudrait quand même qu'il y ait aussi un minimum de reconnaissance. Et ce minimum de reconnaissance passe notamment par le fait que nous puissions aborder les gens, non pas à travers des clichés, mais à travers la réalité. Tout à l'heure, je disais, quand on quitte le pays malgré nous, j'ai utilisé malgré lui parce que je pensais à Mohamed Zinet dans ce film. Je rectifie juste. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez justement nous dire sur ce géant du cinéma algérien qui est très très discret? Écoutez, Mohamed Zinet est d'abord... Pour vous, c'est tout de suite Tahia Dido avec Himoud? Mais c'est d'abord un officier de l'ALN. Mohamed Zinet a été officier de l'ALN et donc c'est quelqu'un qui a participé à la révolution, à cette page glorieuse de l'histoire, non pas seulement de l'Algérie, mais de l'humanité, ne l'oublions pas. Et ensuite, c'est quelqu'un qui a une manière, si vous voulez, d'aborder le langage cinématographique qui est propre à lui et qui vient un peu, je reviens à l'idée de lumière, qui revient un peu de cette lumière qu'on a à l'intérieur de soi. Et je pense que Mohamed Zinet est porteur de lumière. Il avait avec lui son compère, au sens positif du terme, René Vautier, quelqu'un d'extrêmement que j'ai eu la chance de rencontrer il y a très longtemps, durant les années 80, à Constantine, lors des fins de journée cinématographiques maghrébines qui étaient organisées à Constantine. C'est quelqu'un aussi d'extrêmement humain, d'extrêmement chaleureux. Et je pense que, à l'inverse de ce qu'on peut voir dans certains films, et comme Les Cousins que j'ai eu la chance de voir hier, autant le film est froid, autant on devine
que derrière cette froideur, il y a beaucoup de chaleur de la part de ceux qui ont conçu ce petit, je dirais, bijou cinématographique. Magnifique. Merci beaucoup, Merci à vous. Monsieur Ahmed Mezleha, d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie. Merci Je de m'avoir rappelle que invité. vous êtes écrivain et vous êtes aussi président du programme de la mémoire du monde à l'UNESCO, mais vous êtes aussi quelqu'un qui fait de la communication, il faut le dire aussi, et vous réagissez sur, bien sûr, toutes les questions qui concernent l'Algérie et pas que. Vous vous intéressez aussi à ce monde qui bouge. Nous avons été bien sûr ravis, toute l'équipe a été ravie de vous accueillir humblement et simplement. C'était très convivial et je pense qu'un plateau de ce genre ne peut qu'être convivial, surtout briefé par quelqu'un d'aussi sympathique que vous. Merci beaucoup, on vous souhaite beaucoup de belles choses. Continuez à faire ce que vous faites et continuez à écrire parce qu'il s'agit de l'écriture et l'écriture reste. Et les romans et la littérature à sa place dans ce pays. Merci d'apprécier. Merci beaucoup. Je remercie Nabil Telibèche d'avoir réalisé cette émission. Hassiba Hasnaoui, bien sûr, pour l'assistance, la coordination et le scriptana. Merci à toute l'équipe du Studio 8 qui nous a soutenus et surtout supportés ce vendredi soir. Merci l'équipe, même tardivement. Je sais qu'il fait tard, vous êtes fatigués. Merci pour ce que vous faites pour la culture algérienne, parce qu'on œuvre pour le rayonnement de notre culture. C'était Ahmed Nebech qui vous parlait à partir bien sûr des studios 8 de l'EPTV ou de NTV. Bon film sur Canal, la semaine prochaine. Ciao, bye bye. On vous adore. Mohamed Farouk Hamid. Lors de la dernière sécheresse qui ruinait la moisson, le vieux leur avait dit: vous partez pour la France, car on dit que là-bas il y a du travail pour tous les bras. Mohamed y a déjà travaillé, il est l'aîné, il sera le responsable. Vous resterez unis parce que vous êtes cousins, vous serez dignes, vous éviterez les mauvaises femmes et la boisson, parce que vous êtes musulmans et parce que vous êtes mes petits-fils. Avant le départ, vous irez à Bouhmama faire une image pour qu'on garde souvenir de vous jusqu'à votre retour. Ça, c'est pour aller en France. Paris, ils y arrivèrent. Enfin, le Paris des Algériens prolétaires, le Paris des bidonvilles. Mohamed connaissait, il avait des adresses. Mais des adresses vieilles de 10 ans. Les bidonvilles retrécissent, les vieilles adresses de Mohamed étaient sous 6 mètres de terre.
Les bidonvilles reculent, se tassent, mais où vont les habitants des bidonvilles détruits? Quelques-uns vers les HLM ou les centres d'accueil, la majorité s'éparpille et descend vers les bords de la Seine ou de la Marne. Pour Mohamed Farouk Hamid, ce fut un trou comme les rats, un trou dans la terre, à 2 pas de l'eau, un trou où l'on vit comme si l'on était déjà mort. Ils sont 6 000, 10 000 peut-être au bord de la Seine, au bord de la Marne, Algériens, Marocains, Portugais, Tunisiens ou Bretons. Pour se sortir du trou, trouver du travail. Ils en cherchèrent pendant 9 semaines. Et puis, Hamid tomba malade. Pour avoir recours à la sécurité sociale, il faut avoir travaillé au moins 120 heures pendant le mois précédent. Pour bénéficier d'une aide, laissez-nous votre adresse. On fera une enquête et on vous écrira. Continuer à chercher du travail, Farouk n'y croyait plus. Mohamed continua seul.
machine comme ça, mon gars, ça t'a pas le boulot de 30 manœuvres. Et les 30 manœuvres, qu'est-ce qu'ils deviennent? Puis un jour, c'était la 14e semaine après leur arrivée en France. Attention à la fauche, hein. Tu pourras dormir dans la cabane là-bas, tu vois, la petite. Bon, faut la meubler, un poêle, une couverture, t'arrangeras ça, hein. Bon, et puis bien compris, alors, ici, sur le chantier, pas de femme, pas de copain, pas de syndicat. Bon, je te verrai demain matin, hein. Ça va? Demain matin. Bon, à demain. Allez. Marché conclu. Hamid le paiera en revenant le chercher. Tu paieras le poil et fais attention. C'est tout ce qui nous reste. ريحة البلاد, l'air du pays, pour 5 francs.
Mais le marchand de poils ne voulait pas entendre parler d'un rabais. Il vous manque 5 francs. Bon, je garde un bout de tuyau, je vous le rendrai quand vous m'amènerez les 5 francs. Oh! Oh! Ouais, gardien! Tu l'as pas vu, l'arabe? Je dois dormir encore, on peut pas leur faire confiance. Je vais lui sonner les cloches, moi, tiens. Tiens, oh! Bon sang! Bon sang, c'est pas vrai. Oh, bon sang, alors! Bernier, directeur des travaux et chantier Ruggieri sur les bords de la Seine, a découvert ce matin dans la cabane de gardien de nuit du chantier les corps de 3 Nord-Africains. L'examen des papiers a prouvé qu'il s'agissait des dénommés Mohamed Zenati, Farouk Zenati et Hamid Zenati, originaires de Bouamama. Le docteur Huguin appelé sur les lieux a conclu à l'asphyxie par oxyde de carbone. La réanimation tentée par les pompiers s'est avérée vaine. Rappelons que l'an dernier, dans les logements de fortune des travailleurs étrangers en France, on a déploré plus de 1200 cas d'asphyxie dus aux mauvaises installations de chauffage. Et maintenant, notre bulletin météorologique.